Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Alors, un ancien pilote Ferrari se paye Binotto. René Arnoux. Ah bah tiens. Le pilote français. René. S'adressant à la Gazzetta dello Sport, Arnoux dit qu'il est triste de voir Ferrari manquer le championnat malgré la forte compétitivité de l'équipe. Parce que la forme compétitive, bof, ça veut pas dire grand chose. Il reconnaît qu'il y a eu des problèmes de fiabilité, mais il pense que l'équipe elle-même a gâché trop d'opportunités. Il qualifie donc d'inexcusables les erreurs commises par Ferrari pendant la saison. Je n'ai jamais été un fan de Binotto, quelqu'un qui dit qu'il fera mieux l'année prochaine ne mérite pas son poste. Je l'aurais mis à la porte il y a des années. Boum. Ce comportement est inacceptable quand on est à la tête de la meilleure équipe du monde. Jean Todt peut être aimé ou non, mais il n'aurait jamais dit l'année prochaine sera meilleure. Il gagnait. Et s'il avait gagné, il pensait à l'année suivante. Mais des gens comme Todd et Ron Dennis, il y en a très peu. Bah oui, c'est pas faux. Il met aussi dans le lot Ron Dennis du coup. Bref, René Arnoux qui aurait viré depuis des années Binotto. Est-ce que vous auriez fait pareil à sa place? Allez, ciao. Comme Tom Brady en NFL, Vettel pourrait revenir en F1, selon Nico Rosberg. Rosberg, qui s'est retiré après avoir remporté le titre en 2016, a récemment été interrogé sur l'émission Any Drive on Monday pour savoir s'il regrettait lui-même d'avoir mis fin prématurément à sa carrière. Non, certainement pas, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir faire une rupture aussi nette et d'être vraiment satisfait de la façon dont ça s'est passé, ainsi que de la prochaine étape de ma vie. J'ai donc eu beaucoup de chance et je sais que mes fans ont été déçus que ça se produise, que ça se termine comme ça, mais nous avons quand même vécu des années formidables. Suggérant qu'il y a une chance pour que Vettel fasse un retour, il a ajouté « C'est très possible, Sébastien, avec une année de repos, il pourrait y avoir une grande opportunité dans une des équipes les plus performantes qui lui tendrait la main et lui dirait « Hey Seb, tu penses que tu pourrais revenir de nouveau ? Nous avons une voiture rapide. » Mais enfin, qui pourrait lui dire ça en fait ? Ça paraît tiré par les cheveux, Nico, quand même. Je suis sûr qu'il y réfléchira 2 fois, il est toujours possible qu'il revienne. Faisant référence à la légende de la NFL, et cette fois au vainqueur du Super Bowl, Tom Brady, qui a annoncé sa retraite à la fin de la saison dernière pour faire volte-face 40 jours plus tard. Rosberg a ajouté « Regardez Tom, il avait pris sa décision de mettre fin à sa carrière, et un mois plus tard il est revenu, chez les Buccaneers de Tampa Bay, sans même prendre une année sabbatique. Alors peut-être que Seb fera de même. » C'est pas comparable, non, clairement pas. Déjà c'est pas le même sport, et Vettel, si c'est barré, c'est aussi pour une fibre écologique et environnementale, donc NFL... c'est pas la même chose quoi, ils roulent pas avec des moteurs polluants, même si évidemment NFL aussi, quand ils vont se déplacer sur les matchs c'est polluant, mais bon ils s'en foutent Tom Brady de ça. Donc on peut pas trop comparer les deux, je trouve que là, la comparaison est un peu biaisée. Ah, n'est-ce pas Nico Rosberg ? Je pense pas que Vettel fera une Brady, ça c'est clair. Après, dans quelques années, peut-être que éventuellement si quelqu'un lui propose un contrat alléchant, peut-être P2 Red Bull, allez, une dernière année avec Red Bull, à la limite, ou 1 ou 2 ans avec Red Bull pour finir vraiment sa carrière en F1 de retour avec Verstappen en coéquipier. Vettel-Verstappen, oh là là, ça serait épique. Bon, on verra bien ce qu'il décide. Ouais, ciao. Max Verstappen estime qu'il a une mauvaise perception de lui. Je suis plutôt calme, déclare-t-il. Les gens peuvent penser différemment, mais je suis assez calme. Je me fâche pas avec beaucoup de choses. Elle me dérange pas, je sais ce que je dois faire ici et c'est essayer de rouler le plus vite possible sur la piste. Le pilote Red Bull soutient qu'il se concentre uniquement sur la conduite, mais reconnaît qu'il s'énerve si les choses ne vont pas bien. Oui, on l'a entendu à la radio ça, effectivement. Souvent cette saison d'ailleurs. C'est comme ça que j'ai toujours été, mais je sais qu'une fois dans la voiture, j'essaierai toujours de tirer le meilleur de moi-même et aussi de l'équipe. Et je suis contrarié évidemment si les choses ne vont pas bien. Bon. Alors, il est un peu nerveux quand même Max. Bon, il va peut-être se calmer avec l'âge, mais on peut d'ailleurs voir qu'il s'est un peu calmé par rapport à ses débuts en Formule 1 d'ailleurs. Mais il reste toujours un petit peu nerveux je trouve. Donc quand il dit qu'il est assez calme, ouais bof. Peut-être dans la vie de tous les jours, il est calme, mais bon, une fois qu'il est derrière un volant, c'est plus le même homme. Bon, je vous laisse commenter cette courte interview finalement. Ciao. Alonso, les problèmes de fiabilité d'Alpine ne sont pas comparables à ceux de McLaren Honda. Ah bah, McLaren Honda c'était bien pire pour le coup, bon, il n'y a pas trop de comparaison, non, effectivement. Donc 6 abandons pour les problèmes mécaniques en 2022, qui lui ont coûté plus de 60 points. Ce n'est pas la première fois que la saison d'Alonso est marquée par des problèmes de fiabilité. Pendant son séjour chez McLaren Honda, les pannes de moteur étaient également une constante. En fait, en 2015, Alonso est parti 8 fois, il a abandonné 8 fois, et en 2017, 10 fois, putain. Bien que l'Asturien voit une nette différence entre les deux étapes, l'Alpine était plus compétitive. Et à la fin de la course, il pouvait marquer des points, ce qui s'est pas produit chez McLaren.
Quand on a fini la course, c'était plus agréable. Chez McLaren, on était toujours hors des points, donc c'est pas comparable. D'accord, bon, tout ça pour ça en fait, voilà, merci. Bah, encore eux qui disent que chez Alpine c'était beaucoup moins pire que chez McLaren Honda, là ça aurait été de la mauvaise foi totale de dire le contraire. Bon, ben on espère pour lui qu'il n'y aura pas de problème de fiabilité chez Aston Martin évidemment, parce que là il va péter un plomb, Alonso il va rage-quitte la F1 là. Bon allez, je vous laisse commenter, ciao. Chauvelin explique comment Mercedes était surprise par le marsouinage. À Silverstone, pour le shakedown de la W13, on était au milieu d'une tempête. Il s'agissait des pires conditions dans lesquelles nous n'ayons jamais fait rouler une voiture. Ça ne permet certainement pas un shakedown très clair et sensé pour le jour de tournage. Alors dès le shakedown, c'était la merde en fait. Donc. Mais cette voiture, donc la voiture que nous avons ensuite amenée à Barcelone, oui, vous pouviez vous faire marsouiner et nous faisions rouler la voiture très haut de toute façon sur la hauteur de caisse compte tenu de la météo et étant donné que c'était le premier roulage de la voiture. Nous avons abaissé les hauteurs de caisse à des niveaux plus normaux à Silverstone et nous avons vu que nous pouvions obtenir ce phénomène. Mais nous ne savions pas vraiment grand chose à ce sujet et ce qui était la cause. Alors aller à Barcelone et c'était de comprendre comment faire rouler la voiture, quels sont les problèmes, comment pouvez-vous atténuer ce marsouinage. À l'époque, la meilleure chose à faire était simplement de soulever la voiture plus haut du sol et d'abandonner les performances et de la gérer de cette façon. Cette voiture a été définie beaucoup plus tôt dans le programme de développement que le package de la première course. Mais le problème, à l'époque, à Barcelone, on s'est dit, on n'est pas les plus rapides, mais on pense qu'on n'est pas mauvais à certains endroits. Parce que nous nous attendions à ajuster de bonnes performances avec ce package à Bahreïn. Le problème était que lorsque nous l'avons installé, le marsouinage était à un tout autre niveau. La plupart des performances que nous avions l'intention d'ajouter ne sont pas concrétisées, car nous avons dû soulever la voiture encore plus. Et à ce moment-là, vous ne pouviez pas vous débarrasser du rebond. Ouais. Donc tout ça pour dire que la W14, faut pas que ce soit la même chose, hein. Il faut qu'elle soit bien née cette voiture, contrairement à la W13 qui était ratée. J'espère que ça va le faire. Allez, ciao. Hamilton et l'aspect théâtral de la F1, ça a un effet attractif sur les fans. Ouais, on peut dire ça. Bon allez, Drive to Survive, Abu Dhabi, tout ça, voilà, je vous passe l'intro. Passons directement à la déclaration de Lewis. Assurant qu'il ne se concentre que sur le pilotage, le pilote Mercedes Hamilton a déclaré à Channel 4 « C'est l'essentiel de ce que je fais. C'est pour ça que je suis entré dans ce sport, n'est-ce pas ?» Oui, effectivement. C'est pour cela que je veux que les gens se lancent dans ce sport. Mais je suis sûr que pour certains, ça ajoute de l'excitation de voir tout ce cinéma. Le drama. Mais je veux juste voir de grandes courses, roue contre roue, sur une plateforme équitable et laisser le meilleur gagner, homme ou femme, et nous avons besoin de quelques femmes ici à un moment donné. Ouais, bah les femmes en réforme, mon pauvre Hamilton, c'est pas demain la veille. Je crois que là, il va falloir patienter. Et pas sûr qu'un jour ce sera le cas, à moins que la FIA oblige au moins une femme, la présence d'une femme en Formule 1. Bah oui, là du coup il y en aura une, mais bon, ça serait pour la mauvaise raison, parce que ça serait obligé quoi. Bon, on verra bien. En tout cas, effectivement, les dramas hors piste participent effectivement à l'attrait de la Formule 1. Et ça fait parler de la discipline, mine de rien, donc voilà, ça fait de la pub. Est-ce une bonne pub? Ça après, ça reste à voir. Allez, ciao. Et Red Bull n'est pas imbattable. Ferrari et Mercedes l'ont déjà montré. C'est ce que pense Johnny Herbert en tout cas. Aucune écurie n'est imbattable, clairement. Red Bull va encore être très forte, et quoi que tu penses des pénalités de limitation aérodynamique que l'équipe a reçues pour le dépassement du plafond budgétaire, ça ne va probablement pas leur nuire globalement autant que les problèmes que Ferrari et Mercedes ont eu. Ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. Les fans et les experts espèrent que nous verrons une autre lutte passionnante pour le titre la saison prochaine, de préférence entre plus de deux équipes. Herbert pense que Red Bull est définitivement imbattable. Red Bull sera toujours la cible à renverser. Est-elle battable? Bien sûr qu'elle l'est, comme l'a montré Ferrari au début de la saison dernière, tout comme Mercedes en altitude. Oui, alors là, il y a clairement un problème dans l'article. Ils mettent... Herbert pense que Red Bull est définitivement imbattable. Bah non, en fait. Ils auraient dû mettre « est définitivement battable » plutôt. Oh là là. Heureusement que je suis là pour corriger leurs erreurs. Bon allez, est-ce que vous pensez que Red Bull est imbattable ou est-elle battable? Allez, ciao. Zach Brown soutient la FIA qui va interdire la diffusion des messages politiques en F1. Ah, c'est un peu décevant de sa part, là, Zach, pour le coup. Je m'attendais pas à ce qu'il réagisse comme ça. Alors, l'interview. Le voici. C'est délicat, n'est-ce pas? Parce que certains sujets sont vraiment pertinents, d'autres controversés. Je pense qu'en général, nous voulons être un sport qui fait du bien. Nous voulons juste trouver un équilibre et ne pas laisser chaque départ de course devenir un agenda politique pour quelqu'un. Ouais, bon, c'est pas comme si tous les pilotes faisaient leur truc à eux, et ça concernait Vettel et Hamilton, quoi. Les autres s'en foutaient, en fait. Toujours selon le PDG de McLaren, il n'est pas sain d'avoir un nouveau message à chaque course. Je pense pas que ce soit sain, ça pourrait nuire à ce que tout le monde a compris, à savoir qu'ils veulent regarder un Grand Prix.
En outre, l'Américain estime qu'il y a un lieu et un temps pour ce type de déclaration politique. Tout le monde a le droit à la liberté d'expression, mais c'est vrai que c'est devenu un contrat parfois avec tant de déclarations, et les pilotes peuvent faire ces choses sur leur propre temps, donc je pense que la F1 et la FIA ont le droit de dire « Voici le code de conduite que nous attendons de votre part pendant un week-end de Grand Prix. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez du lundi au vendredi, pour ainsi dire. Mais évidemment, pendant un week-end de course, les pilotes ont la plupart du temps les caméras sur eux. » Oui, effectivement. Bon, après, justement, hein, ils profitaient de ce moment-là, d'avoir les caméras sur eux, pour passer leur message. Parce que sur les réseaux sociaux, bon, le message, ils peuvent le passer aussi, mais il y aura potentiellement moins d'audience pour le voir, quoi. Que là, en plus, c'est à la télé et tout, c'est plus efficace, quoi. Ouais, je suis un peu déçu qu'ils réagissent comme ça, Zach Brown. Moi, je trouve que c'est pas bien hein, ce qu'ils ont fait à la FIA, de museler un peu les pilotes comme ça. Ils faisaient rien de mal, je trouve. C'était même intéressant de voir les causes qu'ils soutenaient et tout. Après, voilà, on n'est pas forcément tous d'accord là-dessus, mais bon, c'est mon point de vue en tout cas. Ouais, ciao. Alors, Fernando Alonso évoque lui-même et Verstappen, donc une qualité qu'on ne peut pas enseigner. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Je pense que ça ne s'enseigne pas, je pense que ça doit venir de toi-même. Je pense que Max fait partie de cela, il a toujours été comme ça, tu le sais depuis le karting jusqu'à maintenant, donc ça ne devrait surprendre personne. Le pilote expérimenté affirme que c'est la raison pour laquelle Verstappen et lui ont un avantage dans des conditions pluvieuses, là où les autres pilotes ont besoin de beaucoup de temps pour s'habituer aux nouvelles conditions de la piste. Le duo parvient la plupart du temps à s'adapter rapidement. Donc d'accord, en gros c'est s'adapter vite quoi. C'est ce qu'il pense que lui-même et Verstappen ont comme qualité qui ne peuvent pas s'enseigner. Ouais, après c'est peut-être pas forcément faux, effectivement. Après, je pense honnêtement qu'il n'y a pas que eux deux qui ont cette qualité parmi les 20 pilotes qu'on pose à grille, hein, quand même, n'exagérons pas. Hein. Alors je dis pas que tous les pilotes ont cette capacité-là, bon, il y en a au moins 6 ou 7, je dirais, qui ont cette capacité d'adaptation très rapide. À vous de trouver les noms maintenant. Allez, on va jouer aux devinettes un peu. Allez, ciao, vous en pensez quoi? Mercedes peut-elle se battre pour le titre? Je pense que nous aurons une saison épique, déclare Jenson Button. Nous aimons que les équipes se battent aussi bien que les pilotes, déclarait Button, désignant Horner et Wolff. Les patrons des deux équipes ont été en désaccord plusieurs reprises. J'adorais cette bagarre entre lui et Horner en dehors de la piste, ainsi que l'action sur la piste, selon Button. Ce serait formidable pour la catégorie du sport auto si Ferrari, Red Bull et Mercedes seront aussi fortes en 2023. Bah oui, si 6 voitures qui se battent pour le titre, moi je dis oui. Hein. En effet, ça fait 12 ans que la dernière fois que plus de deux équipes ont été suffisamment fortes pour se battre. La dernière fois qu'on a eu 3 équipes pour le titre, c'était en 2010. Il y avait McLaren, Ferrari et Red Bull à l'époque, qui se battaient pour le championnat du monde. Let's go, je pense que nous aurons une saison épique l'année prochaine. Bah écoute, moi je veux partager son optimisme à Jenson Button, j'espère qu'il a raison. C'est ce que la F1 souhaite aussi, je pense. Hein. Je pense que la F1, ça les ferait chier de revoir une domination de Red Bull, honnêtement. Même si on dit que bon, ça leur fait plaisir que Verstappen gagne pour la nouvelle fin de base, on va dire. Ça rajeunit les fans, hein. Mais bon. Je pense que ça les fait chier, honnêtement, qu'il y ait un pilote qui domine les autres. Et au final, on n'a pas eu beaucoup de suspense hein, cette saison. Hein. Bon, on verra ce qu'il en est. Espérons que Jenson ait raison. Ouais, ciao. Norbert Haug. La F1 se dégrade en Allemagne. Bah, ils n'ont plus aucun pilote. Voici à Hülkenberg qui est allemand encore, mais bon, Vettel est parti. Mick Schumacher, du coup, il est P3. Bon, on va lire ce qu'il dit. Alors, Norbert Haug, ancien vice-président de la branche sport auto de Mercedes, parle d'un certain nombre de questions concernant la F1 et s'adresse à... Oh là, le nom, je n'ose même pas le prononcer, parce que là... Redaktionsentwerk Deutschland. Entre 1994 et 2016, il y a eu des champions du monde allemand en lice, 7 titres pour Michael Schumacher, 4 d'affilée pour Vettel, et enfin 1 pour Nico Rosberg dans la flèche d'argent de Mercedes. Bien sûr, il ne faut pas non plus oublier les succès plus récents dans le championnat des constructeurs, en tant qu'équipe indépendante. Cependant, les choses se sont encore dégradées pour l'Allemagne ces dernières années. Hockenheim a été supprimé du calendrier après 2019, et Nürburgring n'a fait qu'un bref retour en 2020, en bouche-trou pour le Covid. Malheureusement, les week-ends de course allemandes ne rapportent pas assez d'argent à la FIA. C'est principalement dû à la baisse de popularité du sport dans le pays. Ce qui n'est pas non plus, c'est que Vettel, le dernier champion du monde allemand, vient de quitter le sport. Il n'y a pas si longtemps, en 2010, il y avait 7 pilotes allemands en Formule 1 dans une saison. Aujourd'hui, il n'y en a qu'un, Nico Hülkenberg, dans une équipe qui est au mieux de son ordre. Et il n'a pas tort, hein, franchement. On passe de 7 en 2010 à 12 ans, 13 ans plus tard à 1, quoi. C'est terrible pour l'Allemagne. Hein. L'Allemand voit encore un espoir pour l'Allemagne dans la présence de Mick Schumacher, comme pilote de réserve Mercedes, à mon avis. C'est en effet un véritable coup de chance pour Mick, et Mercedes fait bien d'engager. Rien n'est impossible si Mick s'attaque aux tâches qui lui sont confiées avec concentration, diligence et envie d'apprendre. C'est exactement ce que je présume. Haug conclut que tout est encore possible si Mick tire des leçons de son passage chez Mercedes. Espérons que le succès potentiel du jeune pilote pour l'Allemagne
véritable nation automobile aura un impact positif. Ça reste à voir. Bon, l'Allemagne en Formule 1, c'est plus ce que c'était, c'est en grave perte de puissance. Donc bon, est-ce que ça continuera comme ça? J'ai pas l'impression qu'ils ont beaucoup de jeunes pilotes prometteurs allemands en plus, qui sont dans les catégories inférieures. Donc est-ce qu'une page se tourne pour l'Allemagne et la Formule 1 visiblement? On verra ça. Est-ce que l'Allemagne brillerait plus par son équipe Mercedes maintenant, peut-être Audi prochainement? Mais les pilotes, c'est vrai que bof. Allez, ciao.